à tous, ça y est, après presque 5 ans d'attente, le Salon du Cheval est de retour à Paris. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Je suis Romain Peffetti, ravi de vous accueillir sur ce live. On est en plein cœur du hall numéro 6 du Parc des Expositions de Paris Expo, porte de Versailles, en plein cœur de ce Salon du Cheval 2024, pour vous emmener à la rencontre des acteurs de la filière cheval. On va rencontrer plein de personnes, de personnalités pendant ces 3 jours de salon. Au programme, plus de 20 heures de live, 65 interviews pour aller à la rencontre de ces acteurs de la filière. Je dis on parce que je ne serai pas tout seul. Je partagerai ce plateau avec Kamel Boudra, journaliste équestre que vous connaissez bien, et avec Mathilde Labat, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Mathilde et Sligo. C'est son pseudo sur les réseaux. Elle compte plus de 600 000 abonnés sur les réseaux. Et l'objectif de Mathilde, eh bien, ça va être de nous faire vivre les temps forts du salon en duplex de ce plateau. Voilà pour le programme de ce live. Merci de nous avoir rejoints et je vous propose de commencer dès maintenant. Et pour débuter, on va commencer avec les courses hippiques. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Préau, qui est secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Pierre, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, Pierre. Euh, Pierre, alors je disais, secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Est-ce que déjà, pour commencer, on peut savoir qu'est-ce que c'est que cette Fédération nationale des courses hippiques? La filière des courses hippiques est régie par deux sociétés mères, France Gallo et la Société du Trottoir français. Les sociétés mères ont créé un certain nombre de services communs entre elles, dont la Fédération des courses hippiques, qui a donc un statut associatif et dont le conseil d'administration est composé à part égale de représentants du galop et du trot. 3 grandes missions. La première est de coordonner toute l'organisation des courses en région. Nous avons 220 sociétés de courses régionales, 224 hippodromes en région. Nous les assistons, nous les finançons, nous les conseillons, nous les contrôlons également sur le plan financier. Et nous sommes à leur côté avec les fédérations régionales pour déployer toutes les politiques nationales en matière de course hippique. Ça, c'est la première grande mission. C'est 1800 journées de course en région. C'est donc une activité assez considérable grâce à toutes ces sociétés de course, à leurs bénévoles et à leurs salariés. La deuxième grande mission est de coordonner toutes les actions transversales à l'institution, toutes celles qui ne sont pas spécifiques à l'une des deux spécialités. Ce sont notamment les relations avec l'État, tout le débat parlementaire qui est en pause aujourd'hui, mais qui ne va pas tarder à redémarrer, en a été l'illustration. Mais c'est au quotidien, tout au long de l'année, les échanges avec nos ministères de tutelle et autres ministères sur des problématiques comme par exemple la gestion de l'eau, par exemple tous les sujets environnementaux tels que les pesticides, évidemment la relation à l'animal, tous ces sujets transversaux qui nécessitent une approche permanente du gouvernement, des cabinets ou des élus locaux. Dans ces missions transversales, il y a une mission particulière qui est le contrôle antidopage, puisque par décret, la fédération reçoit la mission de coordonner la lutte contre le dopage. À ce titre, elle gère avec les deux sociétés mères un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le Laboratoire des courses hippiques, qui est le laboratoire de contrôle antidopage pour les courses hippiques en France. Et elle assure en amont de la phase analyse de laboratoire toute l'acquisition des prélèvements, c'est-à-dire que ce sont nos vétérinaires et nos aides vétérinaires préleveurs qui se déplacent sur le terrain pour aller collecter les échantillons de sang, d'urine, parfois de crin, en vue du contrôle antidopage. Donc voilà les 3 grandes missions: coordination des courses, toute mission transversale d'intérêt général et spécifiquement le contrôle antidopage. Alors, le milieu des courses hippiques est évidemment un des grands acteurs de cette filière cheval. Et les courses hippiques jouissent d'une véritable réputation, en tout cas les courses hippiques françaises jouissent d'une réputation à l'international. On pense notamment à toutes ces grandes courses françaises, mais aussi aux grands jockeys, aux grands éleveurs et aux grands entraîneurs. D'où ça vient, cette renommée internationale? Il faut se rappeler que la France a une grande antériorité en matière de courses hippiques. Les premières courses hippiques en France, c'est les années 1830. Donc nous avons bientôt 200 ans d'histoire derrière nous, avec un développement absolument massif au 19e siècle de tous les hippodromes à travers tout le territoire, dans les régions d'élevage. Quand on regarde la carte de France aujourd'hui des hippodromes, il en reste 233. On voit leur concentration encore dans le quart nord-ouest de la France et dans certaines régions du centre-est et du sud-ouest. C'était là où il y avait des pâturages, donc des haras d'élevage. Et
donc à l'époque des sociétés, puisque le mot association n'était pas encore créé, l'association de loi 1901, des sociétés de course qui se sont constituées entre éleveurs et propriétaires. Cette densité d'hippodromes a fait naître une véritable culture course dans notre pays. La création du PMU, la création en 1954 du tiercé a donné une véritable assise populaire absolument remarquable à notre activité, avec un très fort développement et avec, au-delà de la densité d'élevage et d'entraîneurs, le développement d'un véritable savoir-faire en matière d'élevage, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des haras d'élevage de tout premier plan, au trot comme au galop, avec un cheptel de poulinières et des talons remarquables, et surtout un savoir-faire de la part des éleveurs dans la sélection, dans l'élevage, dans toute cette phase où il faut faire grandir le poulain et l'amener dans la meilleure forme possible pour aller vers le pré-entraînement. Mais également sur la partie entraînement, je pense qu'au trot comme au galop, nous avons parmi les meilleurs entraîneurs au monde, et d'ailleurs leur palmarès le prouve et leur victoire à l'étranger le prouve, également dans la population des jockeys et des drivers. Donc on a, de par notre antériorité, de par notre histoire, un savoir-faire remarquable, une culture ancrée dans la société. Alors, on pourra en reparler, elle s'est un petit peu atténuée, puisqu'il y a eu énormément d'autres loisirs qui se sont développés par rapport à ce qu'a pu être notre notoriété il y a encore 30 ou 40 ans. Elle s'est un peu amoindrie aujourd'hui, mais pas tant que cela quand on y regarde bien. Donc je pense qu'on a su développer et maintenir une remarquable filière qui brille à travers nos grands prix, qui attirent des compétiteurs du monde entier. Quand on regarde le rating du prix de l'Arc de Triomphe et des grandes courses françaises, ils sont encore remarquables. Quand on regarde la qualité des grandes courses françaises au trot, nous avons vraiment le statut de championnat du monde. Et là, nous sommes rentrés depuis un mois dans le meeting d'hiver de Vincennes, où on est au top niveau des épreuves. Qui se conclut notamment par le prix d'Amérique, enfin en tout cas la grande course. Voilà, sur le trot attelé, et on aura le prix du Cornulier très bientôt au trot monté. Donc on est vraiment au top niveau de la sélection, on est extrêmement attractif. Et je crois que le modèle des courses françaises, dont la spécificité reste le pari mutuel, alors deux spécificités au niveau du pari et du financement, le pari mutuel, qui est à mes yeux l'un des paris les plus vertueux qui soit, et d'autre part une filière associative. Et ça c'est très important. Chaque société de course est une association de 1901. Les deux sociétés mères, la fédération, sont sous format associatif. Et ce format associatif nous permet d'avoir une résonance dans la société qui est très importante. Oui, effectivement, et aussi les jockeys qui sont appelés à courir à l'international. Et ça fait briller la filière française. Et puis, je me permets de le préciser aussi, cette filière jockey qui se féminise, puisqu'on a de nombreuses belles entraîneuses françaises. Quand je dis belles, belles par leur talent, évidemment. Et des jockeys également. Est-ce qu'on dit jockey, jockette Jockey, femme jockey, femme jockey, effectivement, qui brille à l'international et en France. Et il faut souligner, pardon Romain, il faut souligner le rôle de la FASEC, l'association, encore un format associatif, association de formation et d'action sociale des écuries de course, qui à travers ces 5 académies sur le territoire français, forme chaque année une population d'à peu près 750 élèves à tous les métiers des courses, et dont le savoir-faire s'exporte aussi, puisqu'aujourd'hui la FASEC vient former des cavaliers et des formateurs en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du monde. Donc il y a un véritable savoir-faire reconnu là aussi sur l'apprentissage et le transfert de connaissances. Un des grands enjeux et un des grands sujets de ce Salon du Cheval de Paris 2024, c'est évidemment le bien-être équin. Quelles sont vos actions, vous, au sein de la Fédération nationale des courses hippiques et des courses hippiques plus globalement, en faveur du bien-être équin? Alors, elles sont nombreuses et surtout, elles sont anciennes. On va parler vraiment d'action, de réalisation, et on parlera après de communication. Cela fait des années que les sociétés de course et les deux sociétés mères investissent pour la bientraitance du cheval et sa sécurité sur les hippodromes. Cela fait des années que les codes des courses évoluent presque tous les ans sur les différentes mesures d'accompagnement liées au harnachement, à l'usage de la cravache par exemple, ou à d'autres sujets. Et cela fait des années qu'elles ont mis en place, toujours à travers les codes des courses, tout un cadre de contrôle antidopage qui permet d'assurer le contrôle des médications. On va revenir dans le détail sur ces 3 points. Ce que je voudrais dire en amont, c'est que la bientraitance du cheval de course est quelque part consubstantielle à son statut d'athlète de haut niveau. On attend d'un cheval de course qu'il trotte ou qu'il galope de livrer une performance, en l'occurrence de vitesse. S'il y a des obstacles, il y a aussi la technicité du saut. Mais on lui demande de livrer une performance. Et pour qu'un sportif de haut niveau, ce serait pareil pour un humain, puisse livrer une performance, il faut qu'il soit dans la meilleure forme physique et mentale possible. Donc j'ai envie de dire que mettons-nous à la place des entraîneurs qui sont les techniciens, les experts de la préparation du cheval, de son apprentissage et de son entraînement au quotidien. Leur objectif pour le compte du propriétaire, c'est que le cheval se présente dans la meilleure forme possible en compétition. Donc j'ai envie de dire que la bientraitance, elle va de soi.
Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc il faut être extrêmement attentif à ceux qui, consciemment ou inconsciemment, pourraient perdre un peu leur repère et dépasser les limites de ce qu'est la réelle bientraitance et la réelle performance naturelle pour aller chercher une performance entre guillemets artificielle ou améliorée au détriment de la santé du cheval, que ce soit par une préparation mal adaptée ou que ce soit par l'usage de techniques ou de substances qui sont interdites. Donc on est à la fois dans un travail, j'ai envie de dire, de sécurité passive sur les hippodromes pour garantir un cadre d'exercice qui est le plus adapté au cheval. Ça va passer par l'entretien des pistes, c'est le premier point, c'est le support sur lequel se déroule la compétition, la qualité des sols, avec les problématiques d'arrosage, les problématiques de drainage. Ça va passer par toute la sécurité qui encadre la piste, le travail qui a été fait sur les lisses PVC depuis maintenant très longtemps, le travail qui se fait quasi quotidiennement sur la conception des obstacles, les matériaux utilisés, la façon dont les obstacles sont agencés et disposés. Tout ce qui concerne, je l'ai dit, l'aspect réglementaire sur le harnachement, sur l'usage de la cravache, sur le contrôle de la monte des jockeys ou de la drive. Tout ça évolue en permanence et est fait pour assurer que la compétition sur l'hippodrome se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le cheval. En matière de contrôle des médications et de contrôle antidopage, nous avons une pression de sélection qui est absolument colossale. 28 000 prélèvements à peu près par an sur les chevaux de course français, pour une population d'à peu près 25 000 chevaux à l'entraînement, qui se traduisent par 215-220 000 engagements par course chaque année. Donc on est sur une pression de contrôle qui est absolument majeure et qui s'exerce à tous les moments de la carrière du cheval, à l'élevage, à l'entraînement en dehors de tout engagement, juste avant la course, lorsque le cheval est engagé, lorsqu'il est encore sur le centre d'entraînement, et c'est sur l'hippodrome à l'arrivée du cheval, avant la course ou après la course. Donc on va à tous les moments contrôler pour effectivement lutter contre deux choses. Alors les tricheurs avérés qui utiliseraient des substances totalement prohibées pour améliorer artificiellement la performance, mais aussi ceux qui consciemment ou inconsciemment vont avoir de mauvaises pratiques de médication avec les conséquences sur la santé du cheval qui peuvent être dramatiques. Et les règles édictées par les deux sociétés mères sont là-dessus très claires. Lorsqu'un cheval est malade ou blessé, il nécessite un traitement, on doit lui administrer un traitement, mais il n'est pas question qu'il prenne part à une course s'il est sous l'effet du traitement. Donc un cheval ne peut courir que s'il est sain, en bonne santé, et un cheval qui est sain, en bonne santé, c'est qu'il n'a dans l'organisme aucune molécule de traitement. Tout traitement doit être éliminé avant la reprise de la compétition. Et ce contrôle des médications est absolument essentiel. Il n'existe pas dans le milieu des courses hippiques français d'autorisation à usage thérapeutique comme il peut en exister dans le sport. Un athlète humain a la responsabilité de sa carrière et de sa santé. Le cheval, lui, ne choisit pas. Donc on choisit pour lui. Donc aspect sécurité passive sur l'équipement des hippodromes, aspect contrôle des médications, aspect également contrôle du cadre de vie à l'entraînement. On est plus dans de la pédagogie et du conseil. Encore une fois, l'entraîneur est l'expert, mais il faut savoir rappeler à ceux qui perdent un peu leur repère tout ce cadre-là. Donc, cette bientraitance, c'est à la fois des règles, des préconisations, et c'est aussi beaucoup de contrôle et des sanctions lorsque c'est nécessaire. On a parlé de bien-être animal, bien-être équin. On va parler RSE maintenant, puisque bon nombre d'hippodromes, je crois que vous allez me rappeler le chiffre, sont labellisés Écuresse. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce qu'est ce label Écuresse ? C'est un label très important qui a bientôt 10 ans d'existence, qui a été créé par le Conseil des équidés de Normandie, mais c'est un label aujourd'hui national, à l'origine qui avait été créé sur des critères purement environnementaux pour tous les sites hippiques, avec des problématiques telles que la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie. Mais il a étendu son périmètre justement au sujet de la bientraitance et aujourd'hui au sujet du bien-être humain au travail. Et pour nous, c'est un label important parce qu'il permet sur un hippodrome ou sur un centre d'entraînement public, aux yeux du public, aux yeux des utilisateurs et puis aux yeux des élus locaux, de montrer l'engagement de notre filière sur l'ensemble de ces sujets. Et il est à nos yeux très important que l'ensemble de nos sites, des hippodromes et des centres d'entraînement publics puissent être labellisés Écuresse. Et ça sera le cas pour quasiment tous les hippodromes à la fin de l'année 2024. Alors on aura quelques débordements aussi pour des questions de planning de la part des auditeurs, c'est normal, sur le mois de janvier ou sur le mois de février. Mais nous avons quasiment toute la population des hippodromes qui sera concernée dans les prochaines semaines. Et c'est pour nous un symbole très important de montrer l'engagement de la filière. Alors,
j'y reviens, c'est la gestion de l'eau, les économies d'eau, c'est une bonne gestion des déchets, c'est les circuits courts pour tout ce qui est approvisionnement, notamment sur la restauration, la buvette. C'est des choses parfois de bon sens, mais qui ont leur importance. L'accessibilité aussi des hippodromes. L'accessibilité, exactement. Et c'est tous les sujets de bientraitance dont on vient relater. Et ce label EQRS entre pour une part importante dans l'aspect communication. Je disais que sur la bientraitance, il y a toutes les actions que l'on met en œuvre, mais il y a aussi le faire savoir. Et peut-être que dans les années passées, nous ne disions pas assez tout ce que nous faisons. Et depuis quelques années, sous le hashtag Race and Care, nous prenons la parole sur les réseaux sociaux, sur les hippodromes aussi, à travers les opérations Race and Care, et grâce aux entraîneurs qui sont nos premiers relais, qui sont les détenteurs de chevaux, donc qui sont les meilleurs ambassadeurs, grâce aux jockeys aussi, pour raconter cette relation au cheval. Et le label EQRS est une très belle occasion de raconter comment nous vivons avec les chevaux, comment nous travaillons avec eux. On invite tout le monde à se renseigner sur le site du label EQRS. Absolument. Pour conclure, Pierre, quels sont les enjeux du mandat en cours pour la Fédération nationale des courses hippiques ? Alors le mandat a déjà 1 an puisque nous vivons au rythme des mandats des sociétés mères. Donc les présidents des sociétés mères et les comités ont été élus il y a bientôt pile 1 an. Je dirais que le premier grand enjeu, il est lié un peu à la période qu'on vient de vivre, à ce cadre parlementaire un petit peu bousculé cette année. Ce premier grand enjeu, c'est d'aller expliquer aux gouvernants, aux parlementaires, aux élus locaux, pourquoi et comment la filière hippique a besoin aujourd'hui d'un soutien déterminant. Soutien déterminant parce que nous vivons du pari hippique, que le pari hippique aujourd'hui s'essouffle et nous avons besoin de faire évoluer son cadre législatif qui est extrêmement contraint. Au sein des jeux d'argent, nous sommes une filière tout à fait à part, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, filière associative, filière agricole, qui ne reverse pas de dividendes à des actionnaires privés, mais qui emploie toutes ses ressources pour faire vivre ces acteurs agricoles sur le terrain, dans les territoires. Et à ce titre-là, nous avons besoin de développer nos ressources. Et pour développer nos ressources, nous devons avoir accès à de nouveaux types de jeux en phase avec les nouveaux usages et les nouveaux modes de consommation. Et la loi aujourd'hui nous contraint. Et ça fait le lien avec le sujet de la fiscalité qui a animé notre automne. Pour nous, il ne peut y avoir de développement de la fiscalité au profit de l'État que s'il y a développement de nos ressources. C'est un rapport gagnant-gagnant entre l'État et nous, et ça sera un des grands enjeux. Le deuxième grand enjeu sera sociétal. On l'a évoqué à travers le label EQRS, le sujet de la bientraitance et de la gestion de l'eau. Alors, nous venons de vivre 2 étés assez paradoxaux avec beaucoup de pluie, surtout cette année 2024. Donc on va parler de dérèglement climatique plus que de canicule, mais il faut savoir nous adapter au problème du dérèglement climatique. Donc autre enjeu environnemental, et puis un enjeu sociétal sur l'ouverture des hippodromes, la façon dont nos associations, mais également les socioprofessionnels, doivent s'ouvrir sur le monde extérieur et ne pas se replier sur eux-mêmes. Il y a le danger du dérèglement climatique, il y a le danger de fiscalité, les problèmes économiques, mais il y a la question de l'ouverture et le risque de l'entre-soi et de vivre trop replié sur nous-mêmes. Il faut que l'on soit ouvert et encore ouvert sur la société. Merci beaucoup, Pierre Pirot. Je rappelle secrétaire général de la Fédération nationale des courses hippiques. Merci à vous tous d'avoir suivi cette première interview. On se retrouve dans quelques minutes en duplex avec Mathilde Labat qui se trouve à l'entrée du salon. On va prendre un petit peu le pouls à l'entrée du salon. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.